nous allons vivre à nouveau avec Nathan Stern, qui est sociologue, qui crée et qui conçoit des réseaux, qui a fait Peuplade en 2003, donc précurseur avant Facebook, ça c'est important. Et puis aujourd'hui, il va vous parler, il va vous évoquer des valeurs. Est-ce que c'est à la mode? Est-ce que c'est tendance? Est-ce que voilà, c'est quoi les valeurs? Comment on peut en parler? Comment on peut les travailler? Et il va s'appuyer sur son expérience personnelle, professionnelle. Donc je vous demande d'applaudir et d'accueillir Nathan. Merci. Bonjour. Alors oui, ma question aujourd'hui, c'est la suivante. Toutes les valeurs se valent-elles? Et comment savoir si les valeurs se valent, si ce sont les valeurs elles-mêmes qui définissent ce qui a de la valeur? Est-ce qu'on doit demander à la liberté ce qu'elle pense de l'égalité? Est-ce qu'on doit demander à la fraternité si l'égalité vaut plus ou moins que la liberté? Est-ce que c'est armé de la valeur transparence qu'on doit évaluer la valeur bienveillance ou le contraire? Mais en fait, je ne vais pas demander aux valeurs de s'auto-évaluer. Je vais m'y intéresser, mais je vais m'intéresser aux conséquences de ces valeurs. Et je vais essayer d'y voir plus clair. Si on regarde autour de nous, on voit que les valeurs ont vraiment le vent en poupe dans les entreprises et spécifiquement dans les départements des ressources humaines. Les valeurs semblent capables de donner du sens, de rendre l'implication dans la vie de l'entreprise importante, significative. Et je n'ai pas de doute que les valeurs sont un formidable outil pour renforcer la cohérence des pratiques, définir des standards, pour renforcer l'estime de soi. Et je n'ai aucun doute que pour les organisations, qu'on soit Danone, Philip Morris, Amnesty International ou une simple PME, on a des choses à faire avec les valeurs. Mais mon sujet, ce n'est pas celui-là. Mon sujet, c'est la valeur des valeurs. Leur capacité à inspirer ou non un impact positif, à développer une compréhension mutuelle ou non, à favoriser une coopération et une envie de contribuer au bien-être les uns des autres ou non. Alors il faut sans doute que je vous dise un petit mot de mon métier pour éclairer le point de vue qui est le mien sur cette question des valeurs. Depuis près de 15 ans, bien que je sois sociologue de formation, je me définis comme un ingénieur social. Donc je m'efforce de créer des ponts, des routes, des ouvrages d'art pour rapprocher les personnes d'un même quartier, d'un même abribus, d'une même cour d'école. Et selon le contexte de mon intervention, mon travail pourra consister à mettre en place des réseaux sociaux, comme je l'avais fait en 2003, à imaginer des jeux qui se jouent en famille, à retravailler des formulaires administratifs pour favoriser le lien entre les agents de la ville et les usagers, comme on les appelle, dans ce contexte-là. Mais le point commun, en fait, à toutes mes interventions, c'est que je travaille toujours sur le cadre. Je ne travaille pas sur les comportements eux-mêmes. Alors, je ne me serais sans doute pas intéressé, compte tenu de ce métier, à la question des valeurs, si elle ne s'était pas invitée de manière assez systématique dans l'exercice de mon métier. Et presque toujours pour me compliquer la vie. Je voudrais commencer par vous raconter les effets pervers que ces valeurs ont commencé à avoir dès que je me suis lancé dans la création de liens. Ainsi, sur peuplade.fr, qui était un réseau social solidaire, ancré dans le territoire, dans lequel on pouvait boire des coups avec ses voisins, tisser des liens de toute nature, poster des petites annonces, s'entraider, etc. J'ai toujours eu des populations qui avaient une très forte affirmation de leurs valeurs, et notamment j'avais pas mal de gens de gauche qui, dans ces solidarités urbaines non caritatives, sont souvent surreprésentés, et presque systématiquement, ils se sentaient légitimes à rabaisser ceux qui ne partageaient pas leurs options. Qu'il soit question de prise en charge des SDF, de prise en charge des jeunes qui traînaient un peu dans la rue, des banques du quartier ou de la guerre en Irak, ils devaient toujours défendre leurs valeurs avec beaucoup de véhémence et contestaient à ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux le fait que les autres avaient aussi des valeurs. Et donc, ils accusaient les autres d'être toujours motivés par leurs intérêts, alors qu'eux-mêmes étaient inspirés par l'humanisme, la générosité, les valeurs. Et il était très difficile pour moi, qui devais assurer le community management, l'animation de cette communauté, et faire vivre ensemble des gens de tous âges, de tous bords politiques, de toutes confessions. Il était très difficile d'expliquer
à ces gens qui se sentaient mus par un idéal, que la défense de leur idéal avait un coût social très élevé et que je passais 50% de mon temps à essayer de réparer les liens dégradés par l'affirmation pleine d'enthousiasme de ces valeurs. Et ce qui était drôle, c'est qu'il était très difficile de leur faire voir à ces personnes qui étaient animées par leurs valeurs. J'ai parlé des gens de gauche, mais il y avait plein d'autres causes qui étaient à l'œuvre, plein d'autres idéaux qui étaient vivants dans cette communauté. Il était très difficile de leur faire prendre conscience que leur inspiration pouvait être perçue comme violente, puisque pour eux, ça les définissait comme du bon côté. Ils se sentaient dans le bon camp parce qu'ils avaient souscrit à ces valeurs. Au fond, ce que j'ai pu constater de nombreuses fois, et tout au long de ma vie professionnelle, c'est que la cohésion de la communauté est presque systématiquement dégradée par la bonne conscience qu'inspire le fait de se sentir droit dans ses bottes, respectueux de ses valeurs, respectueux de ses principes, et qu'en somme, la qualité du lien avec ceux qui ne partagent pas les valeurs est presque systématiquement dégradée par ce genre de contexte. Il est clair que c'est beaucoup plus gratifiant de décider de la manière dont les choses sont que de devoir assumer la complexité du réel, les nuances, l'irréductibilité. Le réel, ça résiste. Et rien n'est jamais aussi simple qu'on le dit. Mais quand on a des valeurs et que ces valeurs sont chevillées au corps, eh bien, il se passe une forme de phénomène de simplification où, quelque part, l'intérêt pour la réalité est fragilisé au profit de l'intérêt pour son idéal, son rêve. Et ce qui n'est pas conforme à son rêve, et notamment ceux qui ne se reconnaissent pas dans les mêmes valeurs, sont perçus comme des petits ennemis de la révolution ou des ennemis du bien. Et ils inspirent des sentiments parfois très forts, de dégoût, de rejet, de mépris. Et toute cette amertume, toute cette souffrance liée à une adhésion forte à ces valeurs, à ces idéaux, eh bien, quand on doit gérer des communautés, ça a un coût vraiment élevé. C'est vrai que c'est tellement plus facile d'être d'accord avec soi-même, de ne pas avoir à subir cette dissonance cognitive, et pourtant, à un moment donné, on doit rencontrer l'autre, la vérité, la réalité, la nuance, et le fait que tout est toujours compliqué. Vous aurez pu remarquer qu'en ce moment, au nom des idéaux, notre communauté nationale est blessée par des oppositions souvent virulentes. Quand on dit qu'on doit choisir entre la peste et le choléra, on parle d'agents infectieux, de choses qui doivent être éliminées, de maladies contagieuses. Donc le niveau de la peur de la contamination est emblématique de cette relation à l'opposition, à l'altérité, que des valeurs très fortes peuvent inspirer. En un mot, les valeurs, et ça a toujours été mon combat de le dire, ce n'est pas réservé aux gens qui sont d'accord avec nous, et les valeurs, ça n'élève pas. Les valeurs, sur un plan social, c'est neutre moralement, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Alors on va me demander, est-ce que je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'il n'y a pas certaines valeurs qui font exception? Je crois qu'on peut répondre oui, assurément. Il y a des valeurs qui font exception. J'ai parlé des valeurs un petit peu dogmatiques. Quand on pense à Wikileaks, qui est une communauté animée par des valeurs de transparence, on voit bien les excès que ça engendre. Et donc il y a des valeurs qui sont moins dogmatiques, qui sont peut-être des valeurs qu'on peut qualifier de valeurs empathiques. La bienveillance, l'esprit de service, l'écoute, l'empathie. Est-ce que ces valeurs peuvent être toxiques? Alors ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs qu'on peut qualifier d'empathiques sont des valeurs qui n'assignent pas unilatéralement une définition à ce qui est bon. Ce sont des valeurs qui considèrent qu'il faut écouter l'autre, recueillir sa parole, son besoin, son aspiration, pour déterminer le contenu de son action. Elles enjoignent cette éthique empathique, ces valeurs empathiques, elles enjoignent de trouver chez l'autre, et non en soi-même, la réponse à la question « que faire ?» Le souci, c'est que ces valeurs focalisées sur l'autre plutôt que sur soi, contrairement aux valeurs dogmatiques, eh ben, ces valeurs focalisées sur l'autre, il est fréquent qu'on ne soit pas prêt très longtemps à les entretenir. Parce que toujours s'en remettre à l'autre pour déterminer le contenu de sa propre action, c'est coûteux.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour pérenniser cette empathie, on va devoir construire une représentation stéréotypée de l'autre pour stimuler et cultiver ces valeurs empathiques de bienveillance, d'écoute, d'esprit de service, pour maintenir ces valeurs, même dans des environnements où en face de nous, on n'a pas de bienveillance, on n'a pas d'empathie, on n'a pas d'esprit de service. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va inventer que face à nous, l'autre, le bénéficiaire de nos valeurs empathiques, de notre bienveillance, de notre écoute, etc., l'autre va devenir un innocent, va devenir un enfant qui souffre, va devenir une victime. On va devoir en faire une créature vulnérable et innocente, un sujet qui est quelque part sanctifié par sa souffrance. Alors je voudrais un petit peu m'arrêter sur cette violence que porte l'empathie, qui pourrait paraître être la plus belle des valeurs. Je voudrais partager avec vous une petite intervention. On m'a demandé d'intervenir dans un foyer hébergeant une quinzaine de jeunes qui ont un déficit mental assez sévère et qui vivent ensemble dans ce foyer depuis, pour certains, des années. Ils ne se sont pas choisis, mais ils sont trop dépendants, trop déficients sur le plan cognitif pour pouvoir vivre seuls. Donc le point de départ de cette communauté, c'est des salariés, presque que des femmes, hyper motivés, maternants, empathiques, toujours dans l'écoute, toujours à accueillir la parole de ces pensionnaires. Et ce qui est très curieux, c'est que ces pensionnaires sont dans une amertume, une ingratitude, une fatigue, une paresse. Ils bâillent, ils protestent, ils sont vraiment comme des consommateurs à la caisse d'un hypermarché. Et en face d'eux, on a des membres du personnel qui disent on n'a pas assez de moyens pour les satisfaire, on devrait en faire plus, on devrait s'engager encore davantage. Alors c'est intéressant parce que quand je suis intervenu dans ce contexte, j'ai dit je vais organiser une réunion avec les jeunes. On m'a dit ah non, ils ne vont pas tenir en place, on ne peut pas organiser avec ce type de public une réunion. Alors je dis faites-moi confiance, on tente le truc. Du coup je les ai réunis dans une salle. Et puis j'ai commencé à leur demander ce que c'était pour eux, ce cadre, ce contexte. Comment ils voyaient les choses, où est-ce qu'ils étaient. J'avais besoin de comprendre en fait la manière dont ils voyaient le cadre pour comprendre comment on allait pouvoir retravailler ce cadre. Et puis j'avais envie de savoir aussi quelle relation ils avaient avec cet établissement. Alors ils n'ont pas trop su me répondre précisément, ils ne savaient pas en fait où ils étaient, mais pour eux ce qui comptait c'était les copains. Ils m'ont dit, ici, c'est les copains. Ce n'est pas la maison, mais c'est les copains. Et ils m'ont dit aussi, on n'est pas à l'école, on n'est pas malade, on ne veut pas être soigné. C'est notre vie. Ici, c'est notre vie, et c'est les copains. Alors du coup, la première étape du processus que je leur ai proposé, c'est de me dire de quoi ils avaient envie. Parce qu'on leur faisait faire de la peinture, des activités très nobles, très anoblissantes, culturelles, beaucoup de sorties, de poney, d'équitation, de natation, des activités un peu valorisantes. Alors ils m'ont dit, nous on adore aller au Carrefour, on adore les Big Mac, les nuggets, on adore les gâteaux, on adore pouvoir dire non, on adore traîner dans la ville. Et puis à travers leurs ressentis qu'ils ont exprimés au cours de cette première phase, j'ai senti qu'ils avaient envie que leurs envies soient prises au sérieux, soient respectés, et ils ne voulaient pas être appréhendés comme des personnes avec un handicap. Ils voulaient avoir le plus possible le droit d'affirmer leur leadership, le droit d'affirmer leur droit de choisir, de vouloir, et parfois même d'être un peu dominant. À minima pour eux-mêmes, le droit de disposer d'eux-mêmes, mais parfois aussi un petit peu le droit de disposer des autres. La seconde étape a consisté à ce que je leur demande, à chacun d'eux, ce qu'ils avaient envie de donner aux autres. Alors je leur ai annoncé qu'ils devraient compter sur eux-mêmes et eux-mêmes seulement pour apporter la contribution qu'ils avaient envie d'apporter. Donc je leur ai demandé à chacun, qu'est-ce que tu peux apporter à la communauté, aux autres jeunes avec qui tu vis? Et donc après un moment de perplexité, ils ont commencé à se lancer. Et donc les uns voulaient proposer des balades à vélo, d'autres voulaient faire des booms, d'autres voulaient faire découvrir la cuisine de leur pays, d'autres voulaient danser, d'autres voulaient préparer des cookies.
Et du coup, on a, et c'est la troisième étape, commencé à construire les règles du jeu auxquelles ils avaient envie de jouer. Et c'est vraiment un moment très important où chacun livre à la communauté la contribution qu'il va être prêt à apporter. Donc il y en a un, il a dit, moi je veux vous faire découvrir la musique turque. Et en fait, ça n'intéressait pas grand monde. Du coup, sa proposition de contribution à la communauté a été retoquée. Et j'ai senti un grand désarroi, parce que ces jeunes-là n'étaient jamais évalués, jamais mis sur la sellette. On était dans une hyper-protection, on considérait qu'il fallait les aider et jamais les juger, jamais les évaluer. Et du coup, après un petit moment de vertige, il a proposé autre chose, un atelier muscu. Et là, évidemment, ça a eu beaucoup de succès. Et puis ainsi de suite, avec chacun des autres pensionnaires qui a présenté à la communauté des autres pensionnaires son projet. Au total, on a passé 1h30 à discuter de leurs envies. Et quand la séance s'est finie, l'un d'entre eux s'est même mis à pleurer, triste que ça se finisse. Ce moment où ils étaient invités à raconter quelle vie ils allaient faire vivre, quelles expériences ils allaient faire vivre à leurs camarades. Mais les éducateurs m'attendaient, donc il fallait que je sorte et que je retrouve les éducateurs. Donc j'ai pu leur parler aux éducateurs de ce changement de posture attendu par les jeunes pensionnaires. Ils ne voulaient pas avoir d'éducateurs dans leur vie. Ils disaient on n'a pas besoin d'être éduqué, on a 18 ans, 23 ans, 32 ans. Combien de temps on va nous éduquer? Donc je leur ai restitué cette parole, cette aversion, cette hostilité qu'ils avaient à l'égard de ce surplomb, même s'il est bienveillant, même s'il est compassionnel, ce surplomb, ils le vivaient comme une violence. Et donc je leur ai dit, ben voilà, eux ils veulent faire des booms, des ateliers muscu, et ils ont besoin de vous pour faire des playlists. Alors ce qui est intéressant, c'est que rien de tout ce que je leur proposais aux éducateurs n'était conforme aux valeurs de l'établissement. Ce n'était pas non plus conforme au rôle que les éducateurs, c'était leur dénomination officielle, avaient assumé jusqu'ici. Mais je l'ai présenté comme une expérimentation, et petit à petit, les éducateurs se sont laissés convaincre que ça pouvait être intéressant de changer de posture. Et au lieu de prescrire, de se dire on va accompagner, on va être en support. On ne va pas être des encadrants éducateurs, on va être des ressources. Alors je n'ai pas eu la chance de pouvoir suivre les développements de cette initiative, mais j'ai appris que dès le week-end suivant, des ateliers cookies avaient été organisés. Et ça m'a fait assez plaisir. Dans cette intervention, je me suis au fond efforcé de mettre en question, des valeurs très profondément ancrées dans le personnel. La compréhension, la sollicitude, l'indulgence, l'empathie, l'envie de protéger. Et j'ai essayé de montrer la violence qu'il y avait à envisager les pensionnaires comme des bénéficiaires et quelque part comme des victimes. L'antidote, dans ce contexte, ça a consisté à neutraliser chez les éducateurs le confort d'être dans leurs valeurs et de recueillir les attentes des pensionnaires afin de les envisager non pas comme des bénéficiaires d'une institution bienveillante et protectrice, mais comme des contributeurs, des sujets, des acteurs. Alors au fond, les valeurs dogmatiques, les valeurs normatives dont j'ai parlé au début, comme les valeurs empathiques, souffrent d'un même vice de conception. Dans le cas des valeurs dogmatiques, dans le cas des valeurs normatives, comme la transparence par exemple, on s'en remet à soi-même pour déterminer ce qui est bon pour les autres. Dans le cas des valeurs empathiques, comme la bienveillance, on s'en remet à l'autre pour déterminer ce qui est bon pour nous. Mais je crois qu'il y a une troisième voie. Cette troisième voie, c'est la voie du dialogue, de l'écoute mutuelle, de la compréhension mutuelle, de la négociation. C'est une voie qui consiste à bâtir ensemble, en bonne intelligence avec toutes les personnes concernées par les valeurs et les conséquences qu'elles ont dans le réel, à bâtir ensemble une réponse adéquate, une réponse qui tienne compte, bien sûr, de nos aspirations les plus élevées, pour autant qu'elles aient vraiment une efficience, une réalité peut-être même, mais aussi
pour tenir compte de nos intérêts, de nos capacités, de nos contraintes, de nos envies. Et l'intégration de ces envies, de ces intérêts, de ces aspirations dans le cadre de la conversation, dans la définition des règles du jeu, des valeurs qui vont régir notre lien, ça, c'est quelque part une troisième voie. En somme, l'expérience de ce foyer met à mes yeux en valeur une troisième catégorie de valeurs qu'on pourrait appeler les valeurs créatives. Dans cette approche des valeurs créatives, on choisit les règles du jeu avec les joueurs. On écrit ensemble le code source des cadres dans lesquels nous allons vivre nos relations. En un mot, cette approche consiste à choisir ensemble les principes qui vont régir notre coopération ou notre vivre ensemble, et notre implication dans la définition de ces principes, c'est vraiment le meilleur exercice, il me semble, qu'on puisse faire de notre liberté dans un monde où on veut respecter la liberté des autres aussi. Alors on peut appeler ça de l'ingénierie sociale, de la thérapie sociale, de l'éthique, mais je crois que tout ça est très politique. Alors, pour reprendre la question du départ, toutes les valeurs se valent-elles? Non, assurément, elles ne se valent pas. Mais c'est tout de même très gênant que ces valeurs ne se valent pas, puisque les valeurs sont censées nous montrer le chemin. La bonne nouvelle, c'est qu'on dispose d'une boussole infaillible pour dépaver l'enfer qui, comme chacun sait, est pavé de bonnes intentions. Cette boussole infaillible qui nous permet de distinguer, selon les contextes, les valeurs qui nous inspirent le pire ou le meilleur. Cette boussole, donc, c'est la conversation. Une conversation franche, honnête et sincère, avec toutes les parties prenantes concernées. Une conversation qui ne fait pas l'impasse sur nos intérêts, aux uns et aux autres, sur nos capacités, sur nos contraintes, sur nos aspirations aussi, mais surtout une conversation qui prend en compte, au-delà des valeurs, ce que nous dicte notre sensibilité. Je vous remercie. Merci. Merci Nathan. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été là pour Nathan. Je vous invite à rester ou à bouger selon vos activités. Maintenant, ça va être Ludovic Simon qu'on attend. L'esprit start-up peut-il souffler sur l'entreprise? Donc,